j'espère que vous allez bien. Alors, je vois que dans mes précédentes vidéos, voilà, j'avais pas montré Mimi. Ça avait dérangé certains. Donc, aujourd'hui, je vous montre la bête. Voilà, toujours aussi renfrognée, une petite mascotte. Hein. Alors, elle n'est pas obèse, hein, elle fait 3,3 kg. Donc elle n'est pas obèse du tout, hein. C'est peut-être parce que comment je la tiens, on a l'impression qu'elle est grosse, mais pas du tout. C'est un petit format. C'est un croisé persan. Et c'est pour ça qu'elle a une petite tête de renfrogné avec ses traits, ses sourcils. Là, elle n'est pas contente, par exemple. Elle n'a pas envie que je la porte. Donc je vais la poser. Mais je voulais vous faire un petit coucou de Mimi avant de commencer la vidéo. Elle me fatigue. Tu me fatigues. Voilà. Pas contente. Voilà les amis. Coucou. Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais pas parler de la disparition de Lina ou d'Emile ou d'un fait divers, mais je voulais évoquer un documentaire que j'ai vu sur MyCanal qui concerne l'affaire Alexia. Alexia Daval, voilà, ce fait divers qui était ultra médiatisé en 2017. Ouais, elle a été tuée par Jonathan Daval en 2017. Et donc, il y a un documentaire qui est sorti il y a quelques jours sur la plateforme MyCanal, qui est en 4 épisodes, chaque épisode dure à peu près 1 heure. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce qu'évidemment, il y a tout un tas d'émissions, de documentaires qui sont sortis sur cette affaire, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les chaînes de télé, etc. Donc cette affaire, on la connaît par cœur en fait. Enfin pour ceux qui sont intéressés à ce tragique fait divers. Donc moi je vais pas rajouter plus de choses là-dessus parce que vraiment tout a été dit. Voilà, le déroulement, je vais pas revenir sur le déroulement des faits, le déroulement du procès, les pistes avant, les hypothèses qui étaient envisagées avant qu'il avoue, avant que Jonathan passe aux aveux, mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de détails personnellement dont j'étais absolument pas au courant, et ce reportage qui est en 4 épisodes, je trouve, apporte un éclairage nouveau sur les faits, et c'est vachement bien réalisé. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à voir cette série documentaire qui est vraiment bien faite. Donc ça s'appelle Alexia, autopsie d'un féminicide. Alors, donc pour rappel, hein, j'ai juste rappelé subrepticement les faits. Donc ça se passe dans je crois, pas loin de Dijon. Donc c'est dans une petite ville très sympathique, hein, une petite ville de province. Jonathan et Alexia se connaissent depuis tout jeunes, hein, depuis qu'ils ont 16-18 ans. Ils se sont mariés en 2015. Au moment où elle est morte, Alexia avait 29 ans, elle est née en 88 et Jonathan est né en 84, il a 4 ans de plus qu'elle. Il avait donc 33 ans. Donc ils se sont mariés en 2015. Et donc, ce tragique fait divers s'est déroulé, je crois, en octobre 2017, donc après 2 ans de mariage. Et ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que, en fait, donc il y a les interviews de la famille d'Alexia, en fait, puisqu'ils ont participé, en fait, à ce documentaire. Il y a plein de moments où ils sont interrogés, en fait, parce qu'ils ont vécu la chose, évidemment, au sein de la sphère familiale. Et c'est vachement intéressant parce qu'on a vraiment leur point de vue sur comment ça s'est passé pendant le mariage, avant le mariage, sur leur ressenti, notamment par rapport à Jonathan, sur la façon dont il percevait avant qu'il ne tue Alexia. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité de cette famille, donc des parents d'Alexia, mais également de la sœur d'Alexia et de son mari, donc le beau-frère d'Alexia. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, on a des séquences vidéo qui ont été
montré avec l'autorisation de la famille, évidemment, puisque c'est la famille qui a fourni ces extraits vidéo. Donc on les voit en famille, on les voit aux fêtes de Noël, on les voit avec le petit-fils, l'enfant de la sœur d'Alexia. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a accès au rapport de commission rogatoire, à tous les actes d'enquête en fait qui ont été faits avant que Jonathan passe aux aveux. Donc on voit vraiment dans les détails ce qu'il a pu dire aux enquêteurs, etc. Leur ressenti. Enfin vraiment c'est super intéressant. Et personnellement j'ai appris des nouveaux détails dont ils n'avaient pas parlé sur d'autres chaînes. Sur d'autres chaînes, que ce soit des vidéos YouTube ou à la télé. Donc je vous fais juste un petit rappel assez bref des faits. Donc il se marie en 2015. En octobre 2017, c'est un samedi matin. Donc Jonathan va expliquer que Alexia est partie faire un footing, un jogging aux alentours, parce que c'est une petite ville et il y a c'est vite la campagne, enfin il y a des champs et tout ça, il y a des coins pour faire du jogging. Et là, il va dire en fait que il va s'inquiéter très rapidement du fait qu'elle soit partie. Et au bout de 2 heures, ça va être panique à bâbord. Il va prévenir les parents d'Alexia en disant que c'est pas normal qu'elle soit pas rentrée, etc., qu'ils s'inquiètent, etc. Donc les parents d'Alexia, eux, tiennent un bar, je crois un bar PMU, dans le centre de la ville. C'est à Gray, la commune de Gray. G-R-A-Y. Donc les parents d'Alexia habitent une maison à Gray, tout comme Jonathan et Alexia, qui habite une maison qui est l'ancienne maison de la grand-mère d'Alexia, que en fait le couple a récupérée. Donc voilà, une petite vie somme toute tranquille. La sœur d'Alexia et son mari, qui sont un peu plus âgés, habitent en région parisienne, je crois, dans les Hauts-de-Seine. Ils ont un petit garçon à l'époque qui doit avoir peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais pas trop exactement. Et donc voilà, tout a l'air de se passer correctement. Jonathan a un peu l'image du gendre idéal. Alors effectivement, physiquement, il a cette tête de petit garçon, hein. Cette tête de petit garçon un peu comme l'oiseau tombé du nid, hein, l'oisillon, tout le monde a envie de le protéger. Il est gentil, voilà, il passe pour quelqu'un qui ferait pas de mal à une mouche, quoi. Bah, vraiment, il n'a pas du tout le physique de l'emploi, on va dire. Et lui, il est informaticien, donc il a un boulot stable. Alexia également est salariée dans une banque. Bref, tout se passe, du moins sur le papier, de façon, on va dire, superficielle. Tout semble aller correctement dans ce couple. Ils rendent souvent visite aux parents d'Alexia. Voilà, ils s'invitent à manger les uns chez les autres. Tout va très bien. Voilà, dans le meilleur des mondes, ce qui n'est absolument pas le cas. Bon. Mais ça, on ne saura qu'après. Donc, ce fameux mois, fin octobre 2017, Jonathan va très vite s'inquiéter. Au début, les parents vont pas s'inquiéter, la sœur non plus. La sœur d'Alexia va recevoir un SMS, soi-disant envoyé par Alexia, mais c'est pas le cas, qui met voilà, je vais partir courir. Peut-être que je vous ferai un petit coucou en passant au PMU, au bar, avant de rentrer à la maison me changer. Bon. Déjà, la sœur d'Alexia trouve ce SMS un peu bizarre parce qu'il n'est pas écrit comme avec le style d'Alexia. Donc, elle trouve ça un peu bizarre, mais sans plus, quoi. Et donc, les heures passent, toujours pas d'Alexia, qui ne donne plus aucun signe de vie. Il faut savoir qu'elle serait partie faire un footing sans son téléphone. Bon, c'est un peu étrange. Et donc, finalement, la famille d'Alexia va rapidement se rendre au commissariat pour signaler la disparition. Donc, dans un premier temps, c'est une disparition inquiétante. C'est en 2018, il y a eu pas mal à ce moment-là d'agressions de joggeuses, voire de loaves. Hein, vous mettez le mot à l'envers, voilà, vous avez compris.
et d'agression S, etc. Donc tout de suite, on pense qu'elle est peut-être tombée sur un type louche, un rôdeur, et qu'il lui serait arrivé quelque chose. Donc c'est pour ça que plusieurs battues sont organisées par des volontaires, des citoyens, par les gendarmes, hein, qui mettent en place des moyens techniques pour essayer de la retrouver, mais ça ne donne absolument rien. Donc les enquêteurs vont investiguer de leur côté, et finalement, sans qu'ils le disent clairement, ils vont assez rapidement soupçonner Jonathan. Donc Jonathan, il faut savoir qu'il a un véhicule, un espèce de fourgon ou camionnette que son employeur lui laisse à disposition dans le cadre de son travail, et qui ramène, d'ailleurs, qui gare la nuit au domicile d'Alexia et de Jonathan, à leur domicile. Et en fait, cette camionnette dispose d'un tracker GPS. Et ils vont vite se rendre compte qu'en fait, la nuit de la disparition d'Alexia, enfin, puisqu'elle est censée avoir disparu le lendemain, le matin, eh bien, Jonathan a utilisé cette camionnette. Alors qu'il dit qu'il n'a pas bougé de la nuit. Et deuxième élément troublant, un voisin va entendre la plaque d'égout en pleine nuit. Il va en déduire que la camionnette est passée sur cette plaque d'égout, parce que ça fait un bruit caractéristique et que ça l'a réveillé. Et donc, ça voudrait dire qu'effectivement, Jonathan a bien utilisé cette camionnette. Donc, les gendarmes vont investiguer sans, dans un premier temps, dire qu'ils soupçonnent Jonathan. Là, ils vont finir par se rendre compte que le véhicule a été utilisé par Jonathan, et ils vont accéder à certaines caméras de vidéosurveillance qui vont montrer un véhicule ressemblant à l'utilitaire de Jonathan, avec à son bord, alors il ne voit pas très bien le visage, mais en tout cas ça pourrait correspondre au visage de Jonathan. Donc ils investiguent, et en fait, donc ça c'est en octobre 2017, et il va se passer à peu près 2-3 mois, je crois. En janvier 2018, ils vont en fait inculper Jonathan pour meurtre. Ils vont avoir la preuve, finalement que, qu'il est responsable. Parce que lui, il va dire, voilà, il va rester sur sa première affirmation, comme quoi son épouse est bien allée faire un jogging. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la famille d'Alexia ne va absolument pas le soupçonner dans un premier temps. Jonathan, comme on l'a vu dans les médias, va apparaître complètement effondré par la mort de sa femme. Il va être totalement éploré. Il va être le visage ravagé de chagrin. On se souvient des marches blanches où il apparaît complètement déstabilisé, où les deux parents d'Alexia finalement le tiennent à bout de bras, parce que c'est limite s'il va pas s'écrouler par terre, hein, et il a des rictus, il pleure, enfin il est dans un état pitoyable, et finalement tout le monde a pitié de lui. Même les parents qui eux souffrent en silence, ils sont là pour finalement essayer de le maintenir à flot, parce que à tout moment il risque de s'effondrer. Donc dans un premier temps, ils ne le soupçonnent pas, même si après coup, il y a des choses qui vont leur paraître bizarres. Par exemple, au début de l'enquête, il y a une marche blanche qui va être organisée, et il va y avoir un mouvement de joggers qui va courir en l'honneur d'Alexia. Et alors que les parents sont complètement dans un état second, de même que la sœur d'Alexia et de son mari, Jonathan, lui, va trouver la force de courir avec ses joggers. Donc déjà, premier élément bizarre. Il est pleuré, mais il trouve quand même la force d'aller faire un jogging. Bon. C'est vrai qu'après coup, ça paraît bizarre. Donc, au final, donc on va finir par retrouver le corps d'Alexia dans un champ. Donc là, bon, c'est le coup de massue pour tout le monde, hein, évidemment. Dans un premier temps, en plus, ce corps est retrouvé partiellement calciné. Enfin bref, les parents... la famille ne va pas voir le corps abîmé d'Alexia. Bon, c'est vraiment très traumatisant. Et là, au début, on va supposer qu'elle a fait une mauvaise rencontre et que le type l'a tuée et a brûlé partiellement son corps. Et donc, lorsqu'il va y avoir l'enterrement, je crois,
parce qu'elle va être retrouvée assez rapidement. Donc je crois courant novembre, va y avoir l'enterrement. Et ça va choquer certains, puisque lors de l'enterrement, Jonathan va avoir une veste noire, mais pas n'importe quelle veste en fait. Il arbore la même veste, en fait la veste qu'il porte le jour des funérailles d'Alexia, c'est la veste qu'il portait le jour de son mariage avec Alexia. C'est quand même assez déroutant, et il y a beaucoup de témoins qui ont vu ça, et ça a étonné. La famille s'est dit, ouais, c'est bizarre, mais sans plus, quoi. Ils étaient un peu dans un état second, donc ils n'ont pas fait plus attention que ça. Il y a un autre détail aussi qui va interpeller la sœur d'Alexia, c'est que le jour de la disparition d'Alexia, elle va se rendre compte, en fait, donc la famille va se retrouver au domicile de Jonathan et Alexia, et là, la sœur va être étonnée de voir que la mère de Jonathan est déjà présente. Bon, ça, c'est dans la rigueur, pourquoi pas. Elle est présente au domicile, mais elle est en pyjama. Alors là, elle ne comprend pas, en fait. C'est comme si elle avait passé la nuit chez Jonathan. Alors, sur le coup, elle tilte pas, mais bon, ça paraît un peu étrange. C'est pour ça qu'on se demande si, finalement, la mère de Jonathan n'était pas dans la confidence de ce qui a été arrivé à Alexia depuis le début. Enfin, ça, c'est une supposition, ça n'a jamais été prouvé. D'ailleurs, le documentaire ne parle pratiquement pas de la mère de Jonathan. Voilà, on ne sait pas, on n'a pas trop de détails. On sait que Jonathan est issu d'une famille un peu dysfonctionnelle, une famille nombreuse, où ils n'avaient pas beaucoup d'argent, que le père n'était pas présent, je crois qu'il s'était barré. Ils étaient séparés, et il semblerait que l'enfance de Jonathan était un peu spéciale. Il avait des tocs. Quand il avait une dizaine d'années, il avait des tocs, notamment des tocs de rangement, des tocs de nettoyage, etc. Donc il était un peu perturbé. Il semblerait que finalement, Jonathan n'ait jamais vraiment grandi dans sa tête, qu'il soit resté un petit enfant, et toute sa vie, il a été toujours traité comme un petit enfant, alors que au moment de la disparition d'Alexia, il avait quand même déjà... donc il est né en 84, et en 2017, il avait quand même 33 ans. Mais il était toujours un petit garçon que tout le monde voulait protéger, parce qu'on aurait dit un petit oisillon sorti du nez, sans défense, sans rien. Donc voilà. Alors, tous ces éléments interpellent, et donc, dans un premier temps, les gendarmes vont évidemment l'auditionner. Ils vont lui dire, mais écoutez, je suis désolée, hein, votre partenaire, là, votre, comment ça s'appelle, la camionnette, elle a bougé la nuit, vous dites que vous êtes resté chez vous, c'est pas logique. Donc ils retrouvent tout un tas d'indices. En plus, le fait que finalement, la famille s'est rendu compte qu'Alexia faisait pas vraiment de jogging, elle était sportive, mais elle avait un tapis de course chez elle, et apparemment, elle ne faisait pas de jogging dehors, donc ça tient pas la route. En plus, le jour de sa disparition, donc son corps a été retrouvé, elle portait un short, un t-shirt, alors que ce matin-là, il faisait froid, donc elle aurait dû porter autre chose qu'un short et un t-shirt, donc ça tient pas la route non plus. Et ensuite, ils vont retrouver donc des traces de pneus dans le champ à proximité d'un bois qui correspondent exactement aux pneus de l'utilitaire conduit par Jonathan. Donc ça, si c'est pas une preuve, c'en est évidemment, en plus du tracker, évidemment, plus donc le corps partiellement calciné d'Alexia. Est-ce qu'il était tout seul à faire ça, ou est-ce que sa mère à un moment aurait été complice? Ça n'a jamais été prouvé. La mère reste présumée innocente, mais peut-être qu'elle aurait une implication dans ce qui s'est passé, du moins dans la dissimulation du corps, on ne sait pas. Et donc il y a des draps en fait qui ont été retrouvés sur le corps d'Alexia, qui correspondent après examen aux nappes qui se trouvaient chez Jonathan et Alexia, tout simplement. Donc voilà, autant d'éléments qui prouvaient la culpabilité de Jonathan. Alors il a nié, il a continué de nier pendant plusieurs mois. Ensuite, nouveau rebondissement, il a à un moment, lorsqu'il s'est senti acculé, alors ça c'était pas mal aussi,
il a accusé en fait la famille d'Alexia et notamment son beau-frère, donc le mari de la sœur d'Alexia, d'avoir tué Alexia la soirée, donc la veille de sa disparition. Donc il explique que voilà, effectivement la veille au soir, il faut savoir qu'ils s'étaient tous réunis en famille pour dîner chez les parents d'Alexia, avec la sœur d'Alexia et son beau-frère et le petit garçon, puisqu'ils étaient en vacances là-bas. Donc ils ont passé un repas familial. Et en fait, il accuse, voilà, il dit, Alexia prenait des médicaments, des fois elle se sentait pas bien, elle a eu une crise de nerfs, elle a commencé, elle aurait un peu tapé sur son neveu, c'est complètement ridicule. Donc le père s'en serait mêlé, son beau-frère, là il y aurait une altercation avec Alexia, et il se serait interposé, et pour la calmer, en fait, il aurait, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais plus, il l'aurait poussée dans les escaliers et elle serait morte, ou voilà, et ce serait un accident et que toute la famille aurait couvert cet accident, etc. Donc, inutile de vous dire que ça tient pas la route, mais quand mettez-vous à la place de la famille d'Alexia, lorsqu'ils ont été auditionnés suite aux déclarations mensongères de Jonathan, évidemment, là, c'était le coup de masse. Déjà, dans un premier temps, lorsque on leur a appris que Jonathan était dans le collimateur de la justice, qu'il était sans doute responsable du décès d'Alexia, premier coup de massue, et second coup de massue quand il a été, qu'il a fait des dénonciations calomnieuses. Hein. Alors là, c'était vraiment le second coup de massue. Voilà. Donc là, il y avait de quoi péter un plomb. Franchement, c'était de la folie. Donc vraiment respect pour la famille, hein, puisque Jonathan à ce moment-là, il a tout fait pour se disculper, et donc c'est là qu'il a accusé son beau-frère en avançant l'idée d'un complot familial qui aurait mené au meurtre d'Alexia. Pour la famille de la victime, le discours qu'a tenu son ex-mari en pleine instruction relève de la dénonciation calomnieuse. Donc il faut savoir que le beau-frère, en fait, le beau-frère de Jonathan a porté plainte contre Jonathan pour dénonciation calomnieuse. Et cette dénonciation va faire l'objet d'un procès contre Jonathan qui aura lieu en janvier 2024. Donc, finalement, il a fini par avouer, je crois 1 an après, en décembre 2018, il a fini par avouer que c'était lui et que la famille n'avait rien à voir dans ce meurtre. Il explique que, en fait, Alexia prenait un traitement médicamenteux qui lui retournait le cerveau, qu'elle n'était plus elle-même, qu'elle avait des crises de nerfs, des altercations très violentes où elle s'en prenait violemment à lui, elle aurait mordu, griffé, que lui, ce fameux soir, il l'aurait repoussé, qu'il n'en pouvait plus, il se serait mis sur elle et il l'aurait étouffée, mais par accident. Évidemment, ça ne tient absolument pas la route, puisque les résultats de l'autopsie ont constaté qu'elle était décédée suite à une strangulation. Donc il aurait étranglé, attention, pendant 4 minutes. Il aurait serré son cou pendant 4 minutes. Voilà, c'est pas juste sous le coup de l'impulsion. Je te pousse, tu tombes. Malheureusement, tu tombes mal et tu décèdes. C'est pas juste un coup spontané. C'est pareil, il n'a pas serré juste 10 secondes. Il a serré 4 minutes. Donc, il y avait vraiment la volonté de tuer Alexia, contrairement à ce qu'il dit. C'est extrêmement violent. Il faut savoir aussi qu'elle avait des traces de coups, etc. Sur le visage. Enfin bref, il s'est vraiment acharné sur elle. Voilà, et ce que j'ai appris également, donc il a été condamné en novembre 2020 à 25 ans de réclusion criminelle, donc il purge actuellement sa peine de prison. Il avait fait appel de cette décision, mais il avait fait appel de la décision, il a été débouté, heureusement. Et donc il est condamné pour meurtre. Alors je ne sais pas s'il est condamné pour meurtre avec préméditation, parce que le problème... et ça, j'étais pas au courant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, en faisant des analyses toxicologiques, et d'ailleurs, le beau-frère d'Alexia a vachement enquêté, hein, ça montre dans le documentaire, qu'il enquête et qu'il se rend compte qu'Alexia prenait des médicaments
depuis la fin d'année 2016. Donc en fait, au moment où elle est décédée, ça faisait 1 an qu'elle était shootée aux médicaments. Et en fait, c'était pas des médicaments parce qu'ils avaient des problèmes pour... voilà, Alexia voulait à tout prix devenir mère, contrairement à Jonathan. Sauf que comme c'est une personnalité évitante, il lui a pas dit clairement qu'il voulait pas être père. On se demande même pourquoi il s'est marié avec elle, parce que finalement, on a l'impression qu'il a jamais aimé. Donc il n'était pas chaud pour être père, mais il n'avait pas le courage de lui dire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a droguée pendant 1 an, de fin d'année 2016 jusqu'à son décès en octobre 2017. Donc ils ont retrouvé des quantités phénoménales dans son sang de médicaments très lourds, hein. Tramadol, antidépresseurs, anxiolytiques, psychotropes, des doses de cheval qui pourraient expliquer pourquoi elle avait des absences. Parce qu'en fait, elle se plaignait à sa famille et sa famille ne comprenait pas trop ce qu'elle avait. Elle avait, voilà, elle disait j'ai des absences, des fois j'ai des pertes de mémoire, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé la veille. Et curieusement, ça lui arrivait uniquement lorsqu'elle était chez elle. Quand elle était au boulot, il n'y avait pas de souci. Et quand elle rentrait chez elle, il y avait des périodes d'absence. Il y a sa mère à un moment qui témoigne, elle dit qu'elle avait appelé un soir au téléphone et elle ne reconnaissait pas la voix d'Alexia. Elle avait une voix comme si elle avait pris une cuite, qu'elle s'était bourré la gueule avec Jonathan. Et elle s'était dit, bon, bah écoutez, franchement, prenez pas la route parce que là, t'as l'air d'en avoir un sacré coup dans le nez. Et le lendemain matin, quand elle a eu de nouveau sa fille au téléphone, Alexia lui a dit qu'elle ne se souvenait absolument pas de cet épisode. Et en fait, ils se sont rendus compte après coup que c'était pas, elle avait pas abusé sur l'alcool, c'était juste qu'elle était droguée. Et elle avait tellement de médicaments dans son organisme que ça lui faisait perdre la mémoire, qu'elle était dans un état second, qu'elle se sentait pas bien, et peut-être ça lui faisait également des crises. Alors, en fait, le beau-frère s'interroge à raison de savoir comment ça se fait qu'elle ingérait autant de médicaments. Donc, il faut savoir que courant 2017, voilà, elle a suivi un parcours de PMA pour tenter d'avoir un enfant. Ce qui est très étrange, c'est qu'à tous ces rendez-vous, Jonathan ne l'accompagnait jamais, elle y allait toute seule. Et après coup, la sœur d'Alexia, a trouvé ça bizarre. Il se désintéressait totalement de ça. Et en fait, en juillet 2016, elle est tombée enceinte et elle a fait une fausse couche 2 mois plus tard. Et la famille se dit que cette fausse couche est sûrement due à la dose phénoménale de médicaments qu'elle avait dans son organisme et qui aurait provoqué cette fausse couche. Sauf qu'à ce moment-là, il n'était pas au courant que Jonathan droguait en fait Alexia. Et en fait, c'est après coup qu'ils s'en sont rendus compte. Donc je ne sais pas, lorsqu'il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat, si la préméditation a été retenue. Parce qu'il faut savoir que la veille au soir, donc au cours du repas familial, ce qui a interpellé les parents d'Alexia, c'est que Jonathan, qui avait l'habitude de boire un peu d'alcool au cours de ses repas, a dit non, moi je veux pas d'alcool, je me sens pas très bien. Et il se demande après coup si c'est pas pour avoir toute la lucidité nécessaire pour pouvoir en fait tuer Alexia dans la soirée, si c'était pas prémédité finalement. Et donc, ce couple qui en apparence était uni, amoureux et équilibré, était totalement dysfonctionnel. On apprend qu'il y avait énormément de disputes entre eux, mais pas que de simples disputes, que ça en arrivait parfois physiquement aux mains, et que surtout, Alexia était droguée. Elle était droguée depuis 1 an, pendant plusieurs mois, à son insu. Je ne sais pas si ça a pu être prouvé ça au cours du procès, mais en tout cas, c'est ce qui ressort du reportage. Mais c'est aberrant. Donc voilà, c'est incroyable. Donc en fait, Alexia voulait à tout prix un enfant, Jonathan ne voulait pas. On apprend au cours des auditions que Alexia se sentait négligée en tant que femme. Elle sentait que Jonathan la fuyait, il était toujours fourré chez sa mère, il rentrait de plus en plus tard.
c'est comme s'il évitait. Et pareil, il évitait les rapports intimes, alors que Alexia, souhaitait avoir des relations pour pouvoir tomber enceinte. Et il évitait tout ça. Et Alexia, ça la rendait dingue. Nerveusement, elle était à bout, elle en pouvait plus, quoi. Et je pense que face à toute cette pression, finalement, je pense que Jonathan a choisi la facilité et a décidé. Alors, je ne sais pas si ça a été prémédité à un moment. Soit il a pété les plombs et il a vraiment étranglé à ce moment-là parce qu'il n'en pouvait plus, même si c'est une excuse absolument pas son geste. Soit c'était prémédité. C'est possible que ça a été prémédité. Mais dans tous les cas, on est face à une personnalité évitante qui passait pour un gendre idéal, pour un petit garçon qu'il fallait protéger, fragile, gentil, etc. Alors que pas du tout. Il cachait vraiment une face beaucoup plus sombre et il ne voulait absolument pas être père, il n'était pas mature. Et en fait, Alexia était en train de se rendre compte que son mariage était totalement foireux. Et elle se sentait négligée, ne se sentait pas aimée, elle ne se sentait pas reconnue en tant que femme. Et lui, au lieu de finalement mettre un terme à cette relation et d'être un minimum sincère et franc, a choisi de sombrer de plus en plus dans sa folie, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà, un reportage très intéressant que je vous invite à regarder hein, si vous êtes abonné à my canal. Hein, franchement, ça vaut le coup. On apprend plein de choses, de nouveaux éléments. Voilà. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est de voir, je me souviens l'avoir vu chialer, même je trouvais qu'il en faisait trop, c'était presque théâtral. Et je me souviens notamment d'une interview lorsque la famille s'adresse à tout le monde dans le cadre de la marche blanche. Là, il monte sur une estrade et on voit Jonathan là qui a besoin d'être soutenu par le père et la mère d'Alexia et qui se met à pleurer, à grimacer. Enfin, c'est ridicule, ça en devient même ridicule. Et en fait, là, il parle d'Alexia, mais il parle pas de leur amour, de leur relation. Il dit oui, c'était ma partenaire de sport, c'était ma partenaire de footing, alors qu'en fait, elle faisait même pas de footing dehors, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on passait des moments comme ça ensemble. Et en fait, il y a une policière qui est interrogée et qui dit, moi, son discours m'avait choqué à l'époque parce que elle avait l'impression qu'il parlait plus d'un pote de sport que de son amour, quoi, de sa femme qui était morte. Et ça l'avait choqué. Il y a tout un tas de détails comme ça. Donc c'est vraiment incroyable la personnalité de Jonathan Daval. Voilà. C'est vraiment, en tout cas quand on le regarde physiquement, effectivement, on a l'image d'un petit garçon, d'un petit oisillon qui serait tombé du nez. Alors que pas du tout, en fait. Voilà. Et le pire, c'est qu'apparemment, c'était prémédité. Et de savoir qu'elle a été droguée comme ça pendant des mois, que la famille s'est rendue compte de rien, et même une fois qu'il a été accusé, elle y croyait tellement pas, en fait, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Donc voilà, je vous invite à regarder ce reportage, et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à me donner votre avis sur cette tragique affaire, votre opinion, voilà, sur ce féminicide atroce. Voilà, n'hésitez pas à en débattre, à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous appréciez mon contenu. Voilà, ça m'aide pour le référencement YouTube. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.